Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Et puis, bravo aux organisateurs de faire salle comble, parce que dans nos congrès médicaux, ce n'est pas toujours le cas, en tout cas. Donc, c'est vraiment très impressionnant et puis sympathique de discuter avec d'autres professions qui sont pas si éloignées, je pense. C'est toujours intéressant dans ces technologies un petit peu émergentes d'échanger avec aussi vos points de vue. J'espère qu'on pourra un peu discuter, parce que moi, comme vous l'avez dit, je suis effectivement très intéressé par ces nouvelles technologies. J'ai une start-up qui s'appelle CitizenDoc qui développe des algorithmes en intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic médical. J'ai écrit un bouquin récemment là-dessus, mais avant tout, je suis chirurgien de profession et je suis praticien. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche, et ce qui marche pour le patient, et ce qui fait la preuve de son efficacité. Donc je vais vous parler spécifiquement, parce qu'on me l'a demandé, d'intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas eu la chance d'assister au débat ce matin. Peut-être que vous avez abordé les bases un petit peu de l'intelligence artificielle, qui est une vieille notion, qui date des années 50. C'est les premiers ordinateurs, et c'est notamment Alan Turing qui avait décrit, vous savez, l'imitation game, qui est le test d'imitation dans lequel un observateur humain, lorsqu'il assiste à un échange entre un ordinateur et un autre humain, ne peut pas faire la différence entre les deux interlocuteurs, de savoir si l'un est une machine ou pas. Et ça, c'est l'intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire maximale, avec une généralisation qui se colle le plus possible à l'intelligence humaine. À ce jour, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle qui permet ça. Il y a peut-être celle d'IBM qui a joué au jeu Jeopardy aux États-Unis et qui a gagné contre des candidats humains. Il y a l'agent conversationnel de Google qui approche de ça. Mais bon, on n'est pas encore dans les intelligences artificielles fortes comme on voit dans les films de science-fiction ou dans les thèses transhumanistes. La plus appliquée là, sur ce schéma, c'est l'intelligence artificielle dite faible, mais qui est quand même déjà très efficiente, qui est une intelligence un peu bête, mais qui est très forte pour répéter des tâches, donc il y a une reproductibilité, et qui est même meilleure que l'homme dans ces tâches-là, parce qu'elle n'est jamais fatiguée, elle est très fiable, et puis elle n'est jamais distraite. Entre les deux, il y a l'IA intermédiaire, et ça, c'est tous les algorithmes de deep learning, c'est-à-dire que l'apprentissage n'est plus supervisé, c'est-à-dire que dans l'apprentissage supervisé, on dit à l'intelligence artificielle, oui, tu as fait une erreur, c'est de la reconnaissance en fait, oui, tu as fait une erreur, oui, c'est vrai, c'est faux. Et dans l'apprentissage non supervisé, le deep learning, en fait, par des réseaux de neuronaux algorithmiques, l'intelligence artificielle est capable d'induire des règles, donc de créer ses propres règles et surtout de s'adapter à l'imprévu. Parce que le propre de l'intelligence humaine, c'est justement de s'adapter dans un environnement un petit peu disparate à une imprévue, des données manquantes, etc. Et en fait, tous ces domaines d'intelligence artificielle qui étaient des concepts mathématiques et physiques, informatiques, qui étaient très vieux, ont été permis par deux choses. D'une part, le progrès technologique des microprocesseurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables, il y a une puissance de calcul, on peut faire des millions d'opérations à la seconde, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Et le corollaire de ça, c'est que maintenant, on a aussi les données, c'est l'ère du big data. Donc l'intelligence artificielle est intimement liée au big data, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, c'est-à-dire qu'on sait accumuler ces données, on sait les stocker et on sait les manipuler. Alors, qu'est-ce qui se passe en médecine ? Évidemment, là-dessous, on devine un peu qu'il y a évidemment de plus en plus en santé humaine et j'imagine animale de données, parce qu'on a les données cliniques des symptômes et puis paracliniques et d'images, de radiologie. Ça fait énormément de signaux. Et là-dessus, on imagine très bien que l'ordinateur va le processer plus rapidement que l'homme. Pour résumer, il y a 4 grands domaines qui actuellement ne sont pas, on va dire, encore en routine clinique, mais qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il y a dans le diagnostic, donc ça c'est toutes les mécanismes d'aide à la décision, dans le dépistage pour les tests systématiques, et là on est dans les applications effectivement de reproductibilité, et puis les diagnostics un peu plus difficiles en faisceau d'arguments pour les maladies un petit peu plus difficiles à diagnostiquer, comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Enfin, les outils pronostiques, ça c'est tout le domaine de la médecine de précision, la médecine 4P, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est un concept qui a émergé il y a à peu près 20 ans aux États-Unis. C'est une médecine qui est prédictive, personnelle, participative et préventive. Et donc on part d'une médecine, si vous voulez, ciblée sur des organes, sur une pathologie, à une médecine de système, en disant que l'individu en fait est un système complexe, informatisable entre guillemets, depuis son génome, qui est l'échelle la plus petite, jusqu'à sa personne sociale et son travail, à toutes les échelles, protéiques, cellulaires, de l'organe, du corps humain,
et de son environnement. Donc ça, évidemment, c'est un domaine qui passionne les ingénieurs en intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de données à gérer en même temps. La reconnaissance d'image, évidemment, on va en parler parce que ça, c'est le domaine peut-être le plus abouti actuellement en radiologie et puis aussi en dermatologie et en anapathie, où on se rend compte que l'œil humain, parfois, est même moins fort que la machine parce que, justement, il est un petit peu plus faillible. Et enfin, si on a le temps, j'évoquerai tous les outils de management qui sont plutôt, à l'heure actuelle, en fait, des systèmes experts, qui ne sont pas de la vraie intelligence artificielle, ils ne prennent pas d'initiative, mais qui sont une vraie aide pour le suivi des patients, notamment des patients chroniques, avec des problèmes d'observance et de prise de traitement. Alors, pour vous parler un petit peu d'applications pratiques, la première application en cardiologie, ça s'est fait avec la reconnaissance de l'ECG. Ça, c'est aisément compréhensible parce que l'ECG, l'électrocardiogramme, hein, c'est un signal, finalement, et donc c'est très facilement analysable par une machine. Beaucoup plus que l'homme. C'est pas très intéressant quand on a sa grosse machine à ECG au cabinet à l'hôpital. C'est plus intéressant quand on a les dispositifs médicaux qui sont maintenant très réduits et que ça peut se faire à distance et que le patient lui-même peut se faire son autodiagnostic à l'aide de cet algorithme. Et d'ailleurs, il y a eu des articles de recherche qui ont prouvé qu'avec ce petit dispositif-là, Cardia, là, que vous voyez, qui est en fait une prise de CG, peut dépister l'AFA, la fibrillation auriculaire, qui est une des causes les plus fréquentes de cardiopathie emboligienne, donc d'AVC aux États-Unis, et qu'il faut diagnostiquer en urgence. Donc, en fait, c'est assez en plus ludique, c'est assez simple pour le patient. Il a un monitoring sur son tablette ou sur son iPhone, et le système d'intelligence enregistre le signal ECG, et puis en plus dit si il y a une FA, il y a une fibrillation auriculaire, il dit si elle est grave, si elle n'est pas grave, s'il doit consulter, et une conduite à tenir derrière. La maladie de Parkinson, je l'avais évoqué aussi. Comme vous le savez, peut-être, c'est un diagnostic qui est actuellement difficile. Il n'y a pas de biomarqueur franc qui dit oui, vous êtes malade. C'est un faisceau d'arguments cliniques, paracliniques. L'imagerie a de plus en plus, notamment le DaTscan, de plus en plus de paramètres là-dedans. Et en fait, quand on poule toutes ces informations, évidemment, actuellement, c'est encore fait par l'expertise des neurologues surspécialistes de cette question, mais on se rend compte qu'il y a une utilité à le placer aussi dans un algorithme. Alors ça, c'est des recherches qu'ont fait les Chinois, parce qu'ils ont la chance d'avoir énormément de personnes, donc énormément de données, et assez peu d'éthique, on en reparlera aussi. Non, mais c'est très important parce qu'ils ont finalement... c'est important parce qu'ils ont en fait un progrès grâce à ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu d'éthique, notamment au niveau de la propriété de la donnée de santé, qu'ils avancent beaucoup plus vite que les Européens et même que les Américains. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas que... Enfin, il y a l'éthique et il y a la culture. C'est vrai qu'ils n'ont pas la culture de l'individu comme nous. Et nous, pour nous, la protection individuelle est devenue une éthique, mais l'individu n'a pas la même valeur et du coup, leurs données de santé et effectivement n'a pas de valeur individuelle. Et c'est vrai que c'est pas uniquement, c'est les deux en fait. Et c'est vrai que c'est culturel. Et quand on regarde par exemple le modèle américain, qui est encore un petit peu différent, enfin on va dire anglo-saxon au sens large, eux ils ont un modèle vraiment mercantile. C'est-à-dire que les données de santé, vous êtes propriétaire, mais vous pouvez les vendre. Vous pouvez les vendre à Google, vous pouvez les vendre à Apple, à Amazon s'ils veulent faire quelque chose. Alors que nous, le modèle européen et les nouvelles réglementations, vraiment, c'est on est propriétaire au sens moral du terme. Et c'est vrai que c'est des approches culturelles très différentes, mais ça a des implications dans la recherche qui sont assez fondamentales. Dernier exemple, alors la dermatologie, ça c'est une étude qui est parue dans Nature il y a 2 ans. Vous savez que pour faire le diagnostic différentiel entre 2 lésions cutanées, entre un névus bénin et un mélanome, c'est très compliqué à l'œil nu. Enfin, moi, je suis incapable de le faire, moi qui ne suis pas dermato. Et on se rend compte que l'ordinateur fait pareil, voire peut-être même un peu mieux que les experts, les experts dermatologues. Toujours dans l'ère au diagnostic, là je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle les omics. C'est un terme dérivé de la génomique. En fait, on s'est rendu compte que l'analyse du génome générait énormément de données. Donc, il y a eu la génomique, après il y a eu la protéomique, parce qu'il y a toutes les protéines, il y a les transcriptomics sur les ARN, qui sont l'intermédiaire entre la génomique et les protéomics. Et en fait, tout ça,
s'intègre dans une médecine de système 4P dont je parlais tout à l'heure, avec une recherche qui va chercher justement des biomarqueurs, non seulement de diagnostic pour des maladies comme l'Alzheimer ou l'autisme, qui sont des maladies plurifactorielles, donc on va essayer de les dépister le plus précocement avec des petites modifications généralisables, ce qu'on appelle les biomarqueurs, et aussi de les suivre comme ça. C'est aussi des marqueurs évolutifs de la maladie. Donc tout ça, effectivement, a énormément progressé grâce à l'intelligence artificielle et à la puissance des processeurs. Ce n'est pas encore de la routine clinique, comme je le disais. Mais dans la recherche, c'est sûr que c'est très intéressant. Alors, c'est un petit peu le corollaire de ce que je disais. Le savoir médical, si on regarde les publications sur PubMed, qui inventorie toutes les publications scientifiques, il y a aujourd'hui 23 millions d'articles, et ça prendrait à n'importe quel praticien 625 heures par mois de ne lire que les abstracts de toutes les nouvelles publications. Donc, pour absorber tout ce savoir médical, évidemment, on n'a pas le temps parce qu'on a besoin de soigner les gens ou les animaux. Et donc, il faut que l'ordinateur nous aide. Je vous ai mis là un petit graphe où, avec le temps qu'il fallait pour que le savoir médical publié double. En 1950, il fallait 50 ans pour doubler le nombre de publications. En 80, 7 ans. En 2010, 3 ans et demi. Et en 2020, probablement en 73 jours, le savoir médical aura doublé. Donc là-dessus, il y a beaucoup de firmes qui s'y sont intéressées. La première, c'était IBM. Ce n'est pas forcément celle qui émerge le plus maintenant, mais avec son logiciel Watson, son intelligence artificielle, et c'est peut-être la plus aboutie, notamment Watson Oncologie, qui permet, parce que c'est un domaine, l'oncologie, où il y a une publication massive, en tout cas en oncologie humaine, qui permet en fait d'adapter le traitement. En oncologie, on est passé vraiment de l'evidence-based medicine, où on donnait le traitement qui marche dans 95% des cas, sachant qu'on ne s'intéressant pas si le patient faisait partie ou pas des cas où ça va marcher, à une médecine beaucoup plus personnalisée avec des marqueurs génomiques, par exemple la méthylation d'un gène ou une protéine exprimée ou non, une enzyme exprimée ou non, qui va faire que justement cette chimiothérapie va marcher ou pas. C'est très difficile de connaître toutes les chimiothérapies et toutes les protéines, mais avec de l'intelligence artificielle et notamment du NLP, du Natural Language Processing, l'ordinateur peut lire tous les articles qui paraissent, essayer de sélectionner le plus pertinent et donner à l'oncologue, qui est encore décideur à la fin, mais au moins l'état de l'art actuel et des possibilités de traitement auxquelles il n'avait pas forcément accès, faute de temps. Google s'y intéresse aussi. Ils ont une filiale Flatiron qui s'y intéresse, et Microsoft de la même manière, avec des espèces de super lecteurs de publications qui s'intéressent à la fois à l'oncologie et puis au domaine des maladies chroniques. Alors, l'énorme domaine là vraiment qui explose, c'est la radiologie. C'est clair que le métier de radiologue à l'heure actuelle va pas disparaître, parce que j'y crois pas, mais va être largement modifié par c'est pas uniquement de la reconnaissance d'images et de l'analyse d'images, parce qu'il faut bien penser que les méthodes de radiologie actuelles, que ce soit les plus précises, le scanner ou l'IRM, c'est un signal au départ qui est ensuite transformé en pixels, et l'interprétation, elle se fait sur une radio ou un écran. Mais au départ, c'est une anomalie, une forme, une texture, un pattern en fait que le corps renvoie et qui est analysé par rayon X ou par intensité sur l'IRM. Et on imagine bien qu'il y a peut-être même plus besoin de l'image, il suffit juste d'analyser le degré d'anormalité de ce signal et de dire oui, il est pathologique. Donc ça a été très très développé, notamment dans les dépistages, et encore une fois dans le cancer du poumon, dans le cancer du sein. Quand on met dans ces algorithmes énormément d'images de scanners, le scanner peut différencier des patterns de taille, de forme, de densité, de texture, et peut dire oui, c'est malade, oui, c'est sain. Il y a cette reconnaissance de pattern, et en plus, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une segmentation. C'est-à-dire que sur des atlas donnés de patients, on va dire, tests, de patients alpha, et ça se voit beaucoup, notamment en imagerie cérébrale, où les structures peuvent être modifiées au millimètre près, l'ordinateur va pouvoir reconnaître automatiquement les structures et les délimiter lui-même. Alors, il y a quand même un problème, et je l'ai mis à la fin, de reproductibilité, parce que
chez un même patient et à un autre moment ou sur une autre machine, on sait très bien que ça fournira pas la même image. Et là, l'œil du radiologue, ou plutôt son cerveau, est encore très habitué à interpréter ça. Il va se dire, ah bah, le gris n'est pas le même, mais c'était parce que c'était ma machine qui n'était pas au même réglage, ou c'est sur une autre machine, etc. Il y a des algorithmes qui commencent à corriger ça, mais la machine ne sait pas encore corriger et s'adapter à l'imprévu comme le fait l'homme. Enfin, tous les domaines du service patient, ça c'est très important parce que ça marche très bien, même si c'est peut-être un peu moins flamboyant d'un point de vue technologique, mais des startups comme Babylon Health ou comme Senseli, en fait, sont des agents conversationnels, des chatbots, quoi, où à partir de quelques questions, le patient peut avoir rapidement une conduite à tenir sur est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que je dois consulter, quels soins je dois faire. C'est un accompagnement qui est très utile, qui est sûrement une très bonne solution médico-économique au coût des soins actuellement pour nos systèmes de santé, et qui marche bien, y compris chez les personnes âgées qui se mettent de plus en plus, pas au smartphone, mais aux tablettes. Un mot quand même sur les limites de l'intelligence artificielle, mais on en parle beaucoup, donc tout le monde en a un peu confiance. Il y a la question évidemment de la responsabilité. Est-ce que c'est le médecin qui l'utilise ou est-ce que c'est l'éditeur de logiciel qui va être responsable devant une erreur diagnostique? Ça, c'est pas du tout réglé. Enfin, si, c'est le médecin pour l'instant, mais le jour où l'éditeur de logiciel va dire regardez mon étude, dans 99% des cas, j'ai raison. Contre qui va se retourner le patient, ça, c'est pas clair. Directement lié, le problème de confiance, il faut que ce soit accepté par les patients. Ça, c'est probablement un problème sociétal qui va venir. Et les médecins aussi, qui sont encore, enfin moi quand je vois mes confrères, ils sont encore assez frileux, parfois à juste titre, vis-à-vis des algorithmes. Enfin, ça c'était vrai en général pour toute la statistique, mais il y a le problème d'inférence causale. C'est-à-dire que ces algorithmes, quand ils vont analyser le génome, une anomalie génétique, une protéine qui dysfonctionne et une maladie, on va tirer des conséquences, on va dire ah bah regardez, il y a cette anomalie génétique, c'est la cause de Alzheimer. C'était vrai en statistique, ça va devenir encore plus vrai à l'heure de l'intelligence artificielle, où on va faire plein de liens entre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Qui dit association statistique ne dit évidemment pas cause, lien de cause à effet. Et enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le problème chinois, le problème d'accumulation des données. D'une part, il va falloir les stocker, savoir à qui elles appartiennent. Est-ce qu'elles appartiennent au logiciel? Est-ce qu'elles appartiennent au cloud? Est-ce qu'elles appartiennent à l'assurance maladie? Est-ce qu'elles appartiennent à l'individu? Pour l'instant, par exemple, en France, l'assurance maladie a dans ses caisses, depuis le codage, le PMSI, le système informatisé du codage médical qui date d'il y a 20 ans, donc c'est assez vieux en France, paradoxalement, on était assez précurseurs là-dessus. L'assurance maladie a dans ses caisses des données médicales incroyables qu'elle ferme complètement à la recherche, mais qui est en termes d'uniformité et de classification un des systèmes mondiaux les plus aboutis. Et enfin, le risque de surmédicalisation. Finalement, dans la médecine, je vais dire traditionnelle, on a recours aux soins quand on en a besoin. Si on commence à vous screener dès la naissance votre génome, vos protéines, votre santé, etc., est-ce qu'on n'entre pas dans un autre type de société? Ça, c'est encore un débat sociétal qui va se poser avec cette médecine dite préventive où on va agir de plus en plus en amont des maladies. Voilà, alors je vais terminer là-dessus, sur la piscine, pas mal, pour là-dessus. Alors, parce que j'ai appris récemment, alors bon, la piscine, je pense que vous connaissez ce film de Jacques Deray avec Alain Delon et Romy Schneider, qui a été mythique et qui en a inspiré beaucoup d'autres films par la suite. J'ai appris récemment que dans ce film, qui est quand même très, je dirais émotionnel, très psychologique, très poussé, le scénario ne faisait que 7 pages. Enfin, pas le scénario, le dialogue. Le dialogue ne faisait que 7 pages. Tout ça pour vous dire, et vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, que dans les rapports humains et dans la médecine en particulier, il y a énormément de communication non verbale. Et ça, on ne peut pas tout formaliser par un langage, etc.
Et je pense que on a parlé du médecin qui disparaît, etc., face à l'intelligence artificielle. On est tous convaincus que nos métiers ne disparaîtront pas, même s'ils changeront. Mais en plus, au-delà de ça, je pense que le fait d'avoir l'intelligence artificielle qui vient est un peu challenging. C'est-à-dire que c'est clair que pour les dermatologues, un jour, l'intelligence artificielle, elle va faire mieux. Donc, ils vont devoir trouver leur valeur ajoutée ailleurs, peut-être dans cette empathie, dans cet accompagnement, dans cette gestion des logiciels. Tout est ouvert. Voilà, je vous remercie.